Salut, je m'appelle Pierre, et j'ai vu de mes propres yeux un milliardaire se moquer de mon petit cousin de 10 ans, alors que le cœur de son héritage le plus précieux venait de s'arrêter de battre. Ce grand homme, entouré de toute sa fortune et de son prestige, ne savait pas que son orgueil, son nom, et l'avenir de sa collection légendaire dépendaient entièrement du silence et de la concentration de ce garçon qu'il venait d'humilier. Il le regardait comme une simple partie du décor, une petite souris dans les murs de son palais, ignorant que ce gamin possédait la seule clé capable de ranimer l'âme de son trésor. Vous êtes-vous déjà senti complètement invisible, alors que vous saviez, au plus profond de vous, que vous déteniez la seule et unique réponse que tout le monde cherchait désespérément? Avant que je vous raconte en détail comment mon cousin, Lucas, a utilisé un simple tournevis d'horloger et une goutte d'huile pour faire ce qu'un expert mondial n'a pas pu accomplir, dites-moi, de quelle ville vous nous regardez, et abonnez-vous à la chaîne. Cette histoire n'est pas seulement celle d'une montre réparée, c'est celle d'un regard qui change, d'un silence qui en dit plus que tous les discours du monde. Croyez-moi sur parole, vous ne voudrez absolument pas manquer de voir la décomposition sur le visage de ce millionnaire et de son spécialiste arrogant lorsque le mécanisme, déclaré mort, s'est remis à fonctionner avec une perfection déconcertante. C'est un moment qui reste gravé dans la mémoire, une leçon silencieuse sur la véritable valeur des choses et des gens. La scène se déroulait dans l'hôtel particulier de M. Antoine de la Rochefoucauld, une forteresse de luxe et de culture dans le 16e arrondissement de Paris. L'air était lourd, électrique. Ce n'était pas une simple soirée. C'était un événement où des fortunes se décidaient sur un murmure, où des réputations se brisaient sur un silence. Le clou du spectacle devait être la constellation de la Rochefoucauld, une montre de poche astronomique du XVIIIe siècle, une pièce unique et inestimable. Mais la montre était silencieuse, morte. L'expert de renommée mondiale, M. Dubois, transpirait sous les lustres, ses outils high-tech étalés sur le velours comme des instruments chirurgicaux inutiles. L'échec était public, la honte palpable, et les chuchotements des invités ressemblaient au sifflement des serpents. Mon petit cousin Lucas était là, dans un coin, presque confondu avec l'ombre des rideaux. Il n'était pas un invité. Son grand-père, Michel, était le gardien de l'immeuble depuis 40 ans, un homme dont la vie entière avait été dédiée au service discret de cette famille. Michel était terrifié. Il n'arrêtait pas de tirer Lucas par la manche, lui murmurant de rester tranquille, de ne rien toucher, de ne surtout pas se faire remarquer. Pour lui, nous étions des fantômes dans ce monde d'opulence, et la première règle pour un fantôme est de ne jamais attirer l'attention des vivants. Il voyait le regard des invités glisser sur nous sans nous voir, et c'est tout ce qu'il souhaitait. Mais Lucas, lui, ne voyait pas les invités. Il ne voyait que la montre, et il écoutait le silence qu'elle produisait. Après 1 heure d'examen angoissé, M. Dubois a finalement rendu son verdict avec la fausse assurance de ceux qui masquent leur incompétence par un jargon complexe. Une rupture catastrophique du ressort moteur principal, a-t-il déclaré d'une voix forte, pour que tout le monde entende bien qu'il ne s'agissait pas d'une petite panne. Il a expliqué que la réparation était impossible sur place, que la montre devait être envoyée dans son laboratoire à Genève pour une restauration complète qui prendrait au moins 1 an et coûterait, selon ses estimations, près d'1,5 million d'euros. Un murmure parcourut l'assemblée, un mélange de pitié pour M. de la Rochefoucauld et de respect pour la complexité de la tâche. L'expert avait posé son diagnostic. Le cas était clos. C'est à ce moment précis, alors que M. de la Rochefoucauld s'affaissait dans son fauteuil, le visage blême de défaite, que j'ai entendu Lucas murmurer à son grand-père. Une phrase si simple, si calme, qu'elle tranchait avec le drame ambiant. Il a tort, le cœur bat toujours, mais il étouffe. Son grand-père est devenu livide, essayant de lui couvrir la bouche, mais le silence dans la pièce était si profond que le milliardaire, même à plusieurs mètres, a tourné la tête. Son regard n'était pas curieux, il était méprisant, presque amusé par l'absurdité de la situation. « Qu'a dit le garçon » a-t-il lancé, non pas comme une question, mais comme une moquerie. C'était un défi, un dernier éclat d'arrogance dans son moment de désespoir le plus total. Le grand-père de Lucas, Michel, a blêmi comme s'il venait de voir un fantôme. J'ai vu la terreur pure dans ses yeux, cette peur ancestrale de l'homme de service qui a dépassé les limites invisibles de sa condition. Il a agrippé plus fort le bras de Lucas, tentant de le tirer en arrière, dans l'ombre d'où il n'aurait jamais dû sortir. Sa bouche s'ouvrait et se fermait sans qu'un son n'en sorte,
comme s'il cherchait les mots pour s'excuser, pour effacer la présence de son petit-fils, pour le faire disparaître. C'était plus que de la gêne. C'était une humiliation profonde, la honte d'avoir un enfant qui osait avoir une opinion, une voix, dans un monde où son silence était la seule chose attendue de lui. Pour Michel, ce n'était pas une intervention, c'était une catastrophe. Un ricanement étouffé a parcouru le salon, suivi d'un murmure collectif qui ondulait comme une vague de mépris. J'ai vu des femmes en robe de soirée échanger des regards amusés par-dessus leurs verres de champagne. Des hommes en costume sur mesure secouaient la tête avec une pitié condescendante. Pour eux, ce n'était qu'un interlude divertissant, une anecdote qu'ils raconteraient plus tard pour illustrer la folie des pauvres. Monsieur Dubois, l'expert, a croisé les bras sur sa poitrine, un sourire narquois déformant ses lèvres. Son regard balayait Lucas de haut en bas, s'attardant sur ses vêtements simples et ses petites mains. C'était un regard qui disait « Comment cette chose insignifiante ose-t-elle contredire un maître comme moi ?» L'air était devenu lourd de jugement, une pression invisible qui aurait dû écraser n'importe qui. Monsieur de la Rochefoucauld est resté silencieux un long moment, son visage une toile impénétrable, où se lisèrent la défaite, l'agacement et peut-être juste une infime lueur de curiosité morbide. Il regardait Lucas, non pas comme un sauveur potentiel, mais comme une anomalie, une pièce qui n'appartenait pas à son univers parfaitement ordonné. Son orgueil était brisé, son héritage était muet, et maintenant, le fils du gardien prétendait connaître un secret que les plus grands esprits du monde ignoraient. L'absurdité de la situation semblait le fasciner autant qu'elle le répugnait. Il n'y avait aucune lueur d'espoir dans ses yeux, seulement la lassitude d'un homme qui a tout perdu et qui assiste, impuissant, au dernier acte d'une comédie tragique qu'il n'a pas écrite. Et Lucas, au milieu de ce tourbillon de mépris et de pitié, semblait exister dans une autre dimension. Il n'a pas bronché, il n'a pas baissé les yeux. Son regard était fixé, non pas sur le milliardaire ou sur les invités, mais sur l'objet posé sur le velours rouge. Pour lui, la pièce n'était pas remplie de gens, mais de bruit. Un bruit qui interférait avec ce qu'il essayait d'entendre. Le murmure presque imperceptible de la machine. Je me suis souvenu de ce que son grand-père, l'horloger du Jura, lui disait toujours « N'écoute pas les hommes, Lucas. Ils mentent, se vantent et se trompent. Écoute la machine. Elle te dira toujours la vérité. » Et c'est exactement ce qu'il faisait, se coupant du monde pour se connecter à un univers de rouages et de ressorts. C'est alors que Michel, mon grand-oncle, a fait quelque chose qui m'a brisé le cœur. Il a lâché Lucas, a fait un pas en avant, les épaules voûtées, le visage ravagé par la honte. Il s'est incliné profondément devant Monsieur de la Rochefoucauld, une courbette digne d'un autre siècle. « Pardonnez-le, monsieur », a-t-il balbutié, sa voix tremblante et à peine audible. « C'est un enfant, il ne sait pas ce qu'il dit. Il a de l'imagination. C'est ma faute, je n'aurais jamais dû l'amener ici. Je vous en prie, ne tenez pas compte de son insolence. » Il se sacrifiait, endossait toute la faute, essayant de construire un mur avec sa propre humiliation pour protéger son petit-fils de la colère du puissant propriétaire. C'était le geste ultime d'un homme qui a passé sa vie à servir et à craindre. Le milliardaire a levé une main lasse, non pas pour accepter les excuses, mais pour interrompre ce spectacle pathétique. Son regard a quitté le visage suppliant de Michel pour se poser de nouveau sur Lucas, qui n'avait toujours pas bougé. Un silence encore plus profond est tombé sur la pièce, puis d'une voix vide, dépourvue de toute émotion, comme un roi qui prononce un décret absurde juste pour voir ce qui se passera, il a dit deux mots qui ont changé le cours de la soirée et, je crois, le cours de plusieurs vies. Laissez-le faire. Ce n'était pas une permission, c'était un abandon. Un acte de désespoir si total qu'il était prêt à laisser un enfant toucher un trésor inestimable, simplement parce qu'il n'y avait plus rien d'autre à tenter, plus rien à perdre. Alors Lucas s'est avancé. Chaque petit pas sur le parquet ancien semblait résonner dans le silence glacial. Les invités se sont écartés sur son passage, formant une haie d'honneur involontaire et moqueuse. Monsieur Dubois a fait un pas de côté avec un soupir exaspéré, comme s'il faisait place à un fou. Mon cousin n'a regardé personne. Il s'est approché de la table, ses yeux ne quittant jamais la montre. Ses mouvements étaient lents, délibérés, pleins d'un respect que l'expert arrogant n'avait jamais montré. Il n'a pas tendu la main immédiatement. Il s'est penché, son oreille à quelques centimètres du métal froid, et il a fermé les yeux. Il est resté là, immobile, pendant ce qui a semblé une éternité, écoutant simplement le silence. Puis,
Après ce qui a semblé être une minute entière suspendue hors du temps, Lucas a ouvert les yeux. Son regard avait changé. Ce n'était plus celui d'un enfant curieux, mais celui, intense et concentré, d'un artisan face à son œuvre. Lentement, il a tendu un doigt et l'a fait glisser avec une délicatesse infinie sur la surface du cristal, comme s'il lisait du braille sur la peau de la montre. Il ne regardait plus l'objet, il le sentait. J'ai vu M. Dubois rouler des yeux au ciel, un soupir d'exaspération lui échappant bruyamment, un son qui a brisé le silence et a fait sursauter quelques invités. Mais Lucas n'a pas réagi. Il était dans son propre monde, un monde fait de vibrations invisibles et de murmures mécaniques, complètement imperméables au mépris qui l'entourait. « Ce n'est pas le ressort », a-t-il dit finalement. Sa voix était basse, mais elle a porté dans le silence de mort du salon avec une clarté déconcertante. Il n'a regardé personne en particulier, s'adressant presque à la montre elle-même. Le cœur n'est pas brisé, il est juste coincé. Il y a quelque chose qui l'empêche de respirer correctement. Le mot « respirer » a flotté dans l'air, si incongru dans ce contexte de mécanique froide et de diagnostic technique. J'ai vu le visage de M. de La Rochefoucauld se crisper, non plus de désespoir, mais d'une intense concentration, comme s'il essayait de déchiffrer une langue étrangère. Pour la première fois de la soirée, quelqu'un parlait de la montre non pas comme d'un objet mort, mais comme d'une créature vivante qui souffrait. L'expert, M. Dubois, a explosé. Son visage est devenu rouge de colère. Son assurance professionnelle complètement fissurée. « C'est une mascarade absolue !» a-t-il lancé à M. de La Rochefoucauld, sa voix tremblante d'indignation. « Une insulte à 30 ans de carrière. Cet enfant vous raconte des contes de fées. La respiration? La montre ne respire pas, monsieur. C'est un assemblage de rouages et de leviers. Le ressort principal est rompu. C'est un fait mécanique, pas une opinion poétique. Mettez fin à cette comédie ridicule, je vous en prie. » Il gesticulait vers Lucas, comme s'il était un charlatan, un usurpateur venu souiller le temple de la haute horlogerie avec ses superstitions enfantines. Sa panique était palpable, il ne défendait pas la science. Il défendait son propre ego menacé. Mais M. de La Rochefoucauld n'a pas bougé. Son regard de glace s'est posé sur l'expert furieux. « Assez, Dubois !» a-t-il dit d'une voix tranchante comme une lame. Le ton était sans appel. L'expert s'est tu instantanément, la bouche encore ouverte, son indignation s'évaporant face à l'autorité glaciale du milliardaire. Puis La Rochefoucauld a reporté toute son attention sur mon cousin. C'était un tournant décisif. Il ne s'agissait plus d'un acte de désespoir, c'était un choix. Il venait de congédier l'expert le plus cher du monde pour écouter un enfant de 10 ans. Il avait choisi l'intuition contre la certification, le murmure contre le diagnostic. Dans ce simple commandement, il avait placé la dernière miette de son espoir, non pas dans la science, mais dans l'inexplicable. Ignorant complètement l'échange houleux, Lucas a finalement levé la tête. Son regard a croisé celui de son grand-père, Michel, qui semblait avoir vieilli de 10 ans en 1 heure. « Papy, » a dit Lucas calmement, « j'ai besoin d'une épingle, s'il te plaît, et une seule goutte de ton huile, celle pour les tout petits mécanismes. » Cette demande, si simple et si humble, a semblé encore plus absurde que ses paroles précédentes. Pas d'outils laser, pas de diagnostics informatiques. Une épingle et une goutte d'huile d'un vieux flacon. Michel l'a regardé, terrifié, ses yeux allant de son petit-fils au visage impénétrable du milliardaire. Il était pris au piège entre 2 mondes, la loyauté envers son employeur et l'amour pour cet enfant qui lui demandait de l'aider à accomplir l'impossible. Les mains tremblantes, Michel a fouillé dans la poche intérieure de sa vieille veste de service, ce sanctuaire de petits trésors pour les urgences du quotidien. Il en a sorti un, minuscule flacon en verre ambré, contenant une huile si fine qu'elle était presque invisible, et une petite boîte d'allumettes dans laquelle il gardait quelques épingles à coudre. Il les a tendues à Lucas avec la solennité d'un prêtre offrant les objets du culte. La vision de ces outils si modestes, si profondément ancrés dans le monde du travail et de la débrouille, posés à côté d'un chef-d'œuvre valant des millions, était surréaliste. C'était le choc de 2 univers. Le doute était si épais qu'on aurait pu le couper au couteau, mais quelque chose avait changé. Une attente fébrile, presque insoutenable, avait remplacé le mépris. Lucas a pris l'épingle et a dévissé le bouchon du flacon. Il n'a pas immédiatement touché la montre.
Au lieu de cela, il a pointé la pointe de l'épingle vers une minuscule étoile en or incrustée dans le cadran, une parmi des dizaines d'autres qui formaient une carte du ciel nocturne. « Tout le monde regarde le moteur », a-t-il murmuré, plus pour lui-même que pour les autres. Mais le problème n'est jamais là où on regarde. Le grand bruit cache toujours le petit silence. Il parlait avec l'assurance d'un vieux sage, répétant une leçon apprise il y a longtemps. Monsieur Dubois, depuis son coin, a laissé échapper un grognement de dédain. Pour lui, c'était la preuve finale de la folie de l'enfant. Cette étoile n'était qu'un élément décoratif, sans aucune fonction mécanique. C'est du moins ce qu'il croyait, avec une délicatesse qui contrastait violemment. Avec la brutalité technique de l'expert, Lucas a utilisé la pointe de l'épingle non pas pour forcer quoi que ce soit, mais pour sonder. Il a doucement touché le contour de la petite étoile en or, comme un médecin palpant une zone sensible. Un murmure d'incrédulité a parcouru la salle. Pour tous ces collectionneurs, pour l'expert lui-même, cette étoile n'était qu'une fioriture, un caprice esthétique de l'artisan du XVIIIe siècle. L'idée qu'elle puisse avoir une fonction mécanique cachée était une hérésie, une absurdité totale. J'ai vu Monsieur Dubois secouer la tête, un sourire de pitié sur les lèvres, comme s'il assistait à un enfant essayant de réparer une voiture avec un jouet. Le mépris était si dense qu'il en devenait presque une présence physique dans la pièce. Il a alors fait quelque chose d'inattendu. Il n'a pas immédiatement appliqué l'huile. Au lieu de cela, il a retiré l'épingle et l'a essuyée méticuleusement sur la manche de son pull, un geste si simple, si quotidien, qu'il semblait sacrilège dans ce décor d'opulence. Il voulait que la pointe soit parfaitement propre. Puis, il s'est penché de nouveau, son souffle créant une fine buée sur le cristal qu'il a aussitôt essuyé avec le bout de son doigt. Il ne se pressait pas. Il prenait un temps qui semblait infini, un temps dicté non pas par l'impatience des spectateurs, mais par le rythme de la machine elle-même. Chaque geste était empreint d'une sorte de respect sacré, comme s'il ne réparait pas un objet, mais qu'il s'apprêtait à soigner un être vivant. C'est à cet instant que j'ai vu une fissure dans l'armure de Monsieur de la Rochefoucauld. Son visage, jusqu'alors impénétrable, a trahi une fraction de seconde de doute immense. Ses yeux ont quitté Lucas pour se poser sur l'expert Dubois, qui se tenait les bras croisés, l'air de dire « Je vous l'avais bien dit ». J'ai imaginé la pensée qui devait traverser l'esprit du milliardaire. Mon Dieu, qu'est-ce que je suis en train de faire? J'ai confié l'âme de ma famille, un trésor inestimable, aux mains d'un enfant basé sur un murmure. La pression dans la pièce a atteint son paroxysme. L'échec de Lucas ne serait pas seulement l'échec d'un enfant. Ce serait l'humiliation finale et absolue de l'homme qui avait tout misé sur une intuition folle. Lucas a dû sentir ce doute, cette vague de scepticisme qui émanait de toute la pièce. Il a relevé la tête une seconde, non pas pour regarder les visages, mais pour regarder le plafond, comme pour se souvenir de quelque chose. Mon grand-père disait toujours, a-t-il dit d'une voix claire, qu'une grande machine ne s'arrête jamais à cause d'une grande panne. Une grande panne, ça fait du bruit, ça se voit. C'est toujours la plus petite chose, celle que personne ne voit, qui bloque tout. Un grain de poussière au mauvais endroit peut arrêter une locomotive. Cette phrase, d'une simplicité désarmante, a fait taire les derniers murmures. Ce n'était plus un enfant qui parlait, mais l'écho d'une sagesse, ancienne, transmise de génération en génération. Puis vint le moment de l'huile. Il a trempé la pointe de l'épingle dans le petit flacon et l'a retirée. Une perle liquide, minuscule et parfaite, scintillait à son extrémité, captant la lumière des lustres. Le silence dans le salon était total. On aurait pu entendre une plume tomber. Tous les regards étaient fixés sur cette goutte d'huile, pas plus grosse qu'une tête d'épingle. Elle contenait tous les espoirs et toutes les craintes de la soirée. Avec une main qui ne tremblait absolument pas, Lucas a guidé l'épingle vers le centre de la petite étoile en or. Il ne l'a pas enfoncée, il a simplement laissé la gravité faire son travail. La goutte d'huile a glissé de l'épingle et a disparu dans un orifice presque invisible que personne n'avait jamais remarqué. Il a déposé la goutte. Et puis, rien. Un silence absolu, plus lourd et plus profond qu'avant. 1, 2, 3 secondes passèrent. Une éternité. Le mécanisme est resté inerte. Le visage de Monsieur Dubois s'est fendu d'un sourire triomphant. Un sourire qui disait « La farce est terminée ». J'ai vu les épaules de Monsieur de la Rochefoucauld s'affaisser, le dernier espoir s'éteignant dans ses yeux. Mon grand-oncle Michel a fermé les yeux.
le visage ravagé par la honte et le désespoir. C'était fini. L'enfant avait échoué. La science de l'expert avait, après tout, raison. Un soupir collectif de déception et de « je le savais bien » a parcouru la salle. Le retour à la réalité était brutal et cruel. La magie n'avait pas eu lieu, mais Lucas n'a pas bougé. Son regard était rivé sur le mécanisme, son expression ni déçue ni surprise, juste incroyablement concentrée. Il attendait. Et puis je l'ai entendu, ou plutôt, je l'ai senti plus que je ne l'ai entendu. Un son infinitésimal, pas plus fort que le froissement d'une aile de papillon. Un clic si discret qu'il s'est perdu dans le silence même de la pièce. Personne d'autre n'a semblé réagir, sauf Lucas. Un très léger changement a parcouru son visage. Ce n'était pas un sourire, c'était autre chose. Une sorte de reconnaissance, comme s'il venait d'entendre la réponse à une question qu'il avait posée à la machine. Le cœur n'avait pas encore recommencé à battre, mais quelque chose au plus profond de ses entrailles de métal venait de se remettre en place. Et puis, comme si ce simple clic avait été un ordre silencieux, une autre chose s'est produite. Un mouvement, presque imperceptible au début, comme une illusion d'optique. La longue et fine aiguille des secondes, immobile depuis une semaine, a frémi. Elle n'a pas sursauté, elle n'a pas tressauté, elle a commencé à glisser. Elle a entamé sa course circulaire avec une fluidité surnaturelle, une grâce parfaite qui semblait défier les lois de la physique et de l'échec. Un souffle collectif, un halètement étouffé, a parcouru le salon. Ce n'était plus de la déception, c'était de la stupeur pure. Le silence n'était plus vide, il était maintenant rempli d'une attente insoutenable, chaque œil rivé sur cette danse silencieuse du métal sur l'émail, un ballet mécanique ressuscité des morts. C'était impossible. Et pourtant, cela se passait juste sous leurs yeux. Juste après le mouvement est venu le son. Le son que tout le monde attendait mais que personne n'osait plus espérer. Un tic-tac régulier, clair et parfait. Ce n'était pas le son d'une machine, c'était le son d'un cœur qui bat. Chaque seconde était marquée par une pulsation nette, cristalline, qui remplissait la pièce et effaçait les murmures méprisants. Le son était si pur qu'il semblait laver l'atmosphère lourde de cynisme. Il résonnait contre les boiseries anciennes et les tapisseries de luxe. Un témoignage sonore de l'impossible. Le cœur de la constellation ne s'était pas juste remis à battre. Il chantait. Et dans ce chant mécanique, il y avait la voix de la vérité, celle que Lucas avait été le seul à entendre, une vérité simple qui venait de rendre ridicule des années d'expertise et des millions d'euros de technologie. Le visage de M. Dubois était un spectacle à lui seul. Sa mâchoire s'est littéralement décrochée. La couleur a quitté ses joues, le laissant avec un teint cireux, presque cadavérique, sous la lumière des lustres. Ses yeux, qui quelques instants plus tôt brillaient de mépris et de triomphe, étaient maintenant grands ouverts, fixant la montre avec une horreur professionnelle absolue. Ce n'était pas de l'étonnement, c'était la vision d'un homme dont toutes les certitudes, toute sa carrière, tout son orgueil, venaient de se désintégrer en direct devant un public d'élite. Il a chancelé, faisant un pas en arrière comme s'il avait été frappé. Il a ouvert la bouche pour parler, mais aucun son n'est sorti. L'expert mondial, le maître de Genève, venait d'être réduit au silence par un enfant de 10 ans et une goutte d'huile. Monsieur de la Rochefoucauld, lui, n'a pas bougé. Il est resté figé, son corps raide comme une statue. Lentement, très lentement, il s'est penché en avant, ses yeux ne quittant pas la danse hypnotique de l'aiguille des secondes. Une larme, une seule, s'est échappée de son œil droit et a roulé lentement sur sa joue, traçant un sillon dans le masque de désespoir qu'il portait depuis une heure. Il a tendu une main tremblante, non pas pour toucher la montre, mais comme pour sentir l'aura de vie qui en émanait. Puis, son regard a quitté le trésor ranimé pour se poser sur Lucas, et ce regard n'avait plus rien de méprisant ou de curieux. C'était un regard de pure vénération, comme s'il ne voyait plus un enfant, mais une sorte de prodige, un miracle incarné. Au milieu de ce chaos silencieux, de cette tempête d'émotions, Lucas est resté d'un calme olympien. Il a regardé la montre fonctionner pendant quelques secondes, un léger hochement de tête pour lui-même, comme pour confirmer que le travail était bien fait. Puis, avec la même simplicité déconcertante, il a essuyé la pointe de l'épingle sur sa manche, a soigneusement rebouché le petit flacon d'huile et l'a tendu avec l'épingle à son grand-père. « Voilà, papy », a-t-il dit doucement, comme s'il venait de réparer un jouet et non de sauver un héritage inestimable. Michel
les mains tremblantes, a repris les objets modestes, les regardant comme s'ils étaient des reliques sacrées. Lucas n'a pas cherché les applaudissements ou la reconnaissance. Pour lui, la mission était terminée. La machine était guérie. C'était tout ce qui comptait. Le silence dans la pièce s'est finalement rompu, mais pas par des applaudissements, par un murmure différent, un murmure d'admiration, de confusion, d'incrédulité totale. Les invités se regardaient les uns les autres, les yeux écarquillés, cherchant une explication rationnelle à ce qu'ils venaient de voir. Comment était-ce possible? Comment cet enfant, ce fantôme dans le décor, avait-il réussi là où le plus grand expert du monde avait échoué de manière si spectaculaire? Le mépris s'était évaporé, remplacé par une sorte de crainte respectueuse. L'ordre social de la pièce venait d'être complètement renversé. La valeur n'était plus dans les costumes coûteux ou les titres ronflants. Ce soir, la seule valeur qui comptait se tenait là, dans un pull simple, avec de l'huile sous les ongles. Monsieur de la Rochefoucauld a finalement trouvé sa voix. Elle était rauque, chargée d'une émotion si dense qu'elle était presque palpable. Il n'a pas parlé à ses invités. Il n'a pas regardé l'expert. Humilié, il a parlé directement à Lucas et seulement à lui. « Comment savais-tu » a-t-il demandé, sa voix à peine un murmure. Il ne demandait pas une explication technique. Il demandait le secret d'un miracle. Lucas l'a regardé, ses yeux clairs et directs. « Je n'ai pas regardé, monsieur, a-t-il répondu simplement. J'ai écouté. » Ces quelques mots, d'une sagesse enfantine et pourtant si profonde, ont scellé le moment. Ce n'était pas une réparation. C'était une conversation entre un garçon et une machine. Une conversation que personne d'autre dans cette pièce n'avait été capable d'entendre. La véritable constellation ce soir-là n'était pas sur le cadran de la montre, mais dans les yeux de ce garçon. Monsieur de la Rochefoucauld a traversé le salon, ses pas lents et délibérés fendant la mer d'invités stupéfaits comme un brise-glace. Il n'a pas regardé son trésor ranimé. Il n'a pas regardé l'expert déchu. Il s'est arrêté juste devant mon petit cousin et, dans un geste qui a coupé le souffle à toute l'assemblée, cet homme qui commandait des empires financiers s'est lentement agenouillé. Il a mis un genou à terre, sur son propre parquet de Versailles, pour que son regard soit au même niveau que celui de Lucas. Il a posé une main sur l'épaule du garçon, une main qui tremblait légèrement, et a dit d'une voix brisée par l'émotion « Je n'ai jamais rien vu de tel de toute ma vie. Jamais. » L'inversion du pouvoir était totale, visuelle et absolument silencieuse. Pendant ce temps, dans l'ombre près de la porte, M. Dubois tentait de s'éclipser. Son visage était un masque de cire, son arrogance évaporée, ne laissant qu'une honte nue et pathétique. Il avait presque atteint la sortie quand la voix de la Rochefoucauld, redevenue froide et tranchante, a retenti. Dubois. L'expert s'est figé, le dos tourné, comme un soldat pris en faute. Il n'a pas osé se retourner. « Votre facture sera réglée dans son intégralité », a continué le milliardaire sans même le regarder. Considérez-la comme une compensation pour le spectacle. Maintenant, veuillez disposer. Chaque mot était une gifle. Ce n'était pas un renvoi, c'était une annulation. Il n'était plus un expert. Il n'était plus rien. Il est sorti sans un mot, effacé de l'histoire par la porte de service de sa propre réputation. Mon grand-oncle Michel, lui, était resté pétrifié, le visage baigné de larmes silencieuses. Il regardait la scène comme si elle se déroulait dans un rêve. Le milliardaire à genoux, l'expert humilié, et au centre de tout cela son petit-fils, son Lucas, qui venait de réécrire toutes les règles. La peur qui avait creusé ses traits pendant 40 ans de service dévoué et discret s'est dissoute, remplacée par une fierté si intense, si écrasante, qu'elle semblait presque douloureuse. Il a regardé ses propres mains, usées par le travail, puis celles de son petit-fils, si petites, mais si savantes. Il a compris à cet instant que le véritable héritage de sa famille ne résidait pas dans le service, mais dans ce don inexplicable, cette sagesse mécanique transmise par son propre père, l'horloger du Jura. Se relevant, M. de la Rochefoucauld s'est tourné vers Michel, mais son regard restait fixé sur Lucas. « Michel », a-t-il déclaré d'une voix ferme qui ne laissait place à aucune discussion, « à partir de demain, l'atelier de cette maison n'est plus seulement à moi. Il est à lui. » Il a fait un geste vers Lucas. « Cet enfant a un don que l'argent ne pourra jamais acheter, que les diplômes ne pourront jamais certifier. Mon devoir en tant que gardien de ces merveilles n'est pas seulement de les posséder, mais de m'assurer que leur âme soit comprise. L'avenir de cette collection, Michel, c'est lui.
Ce n'était pas une offre d'emploi, c'était une passation, une adoption de talent pur, une reconnaissance que la véritable valeur venait de se révéler. Puis, pour la première fois depuis 1 heure, il s'est adressé à ses invités, qui étaient restés des spectateurs silencieux de ce drame imprévu. Sa voix a résonné forte et claire dans le salon désormais sacré. « Ce soir, a-t-il commencé, balayant la pièce de son regard, cette montre nous a rappelé une leçon que nous avons tous oubliée dans notre quête de prestige et de complexité. Elle nous a rappelé que les problèmes les plus profonds ne sont pas toujours résolus par les voies les plus fortes ou les outils les plus chers, mais par celui qui a la patience et l'humilité d'écouter attentivement ce qui est brisé. » Personne n'a applaudi. Le silence qui a suivi était plus éloquent que n'importe quelle ovation. C'était un silence de méditation, de respect, et peut-être pour certains, de honte. Nous sommes partis peu de temps après, laissant derrière nous un monde qui venait de basculer. En marchant dans les rues silencieuses de Paris, Lucas tenait fermement la main de son grand-père. Il n'avait pas l'air triomphant ou arrogant. Il était juste redevenu un enfant de 10 ans. Il a levé la tête vers Michel et a demandé avec le plus grand sérieux « Papy, on mange quoi ce soir? J'ai faim. » Mon grand-oncle a éclaté d'un rire qui était aussi un sanglot, un rire qui libérait 40 années de tension. Pour Lucas, le miracle était déjà terminé. La machine était réparée, la vie reprenait son cours. Mais pour moi et pour tous ceux qui étaient présents ce soir-là, la vie ne serait plus jamais tout à fait la même. J'avais vu le talent pur, silencieux et humble, mettre l'arrogance et la richesse à genoux. Cette nuit-là a véritablement tout changé. Pas seulement pour Lucas, mais pour nous tous. Monsieur de La Rochefoucauld a tenu parole, et bien plus encore. L'ancien atelier poussiéreux de l'hôtel particulier est devenu le royaume de Lucas. Il n'a pas simplement eu accès à la collection. Il en est devenu le gardien spirituel. Le milliardaire a financé ses études, non pas pour qu'il obtienne des diplômes, mais pour qu'il ait les outils nécessaires pour explorer son don sans limite. Et mon grand-oncle Michel, je ne l'ai plus jamais vu marcher les épaules voûtées. Il a passé les dernières années de sa vie le torse bombé, le regard brillant de fierté, regardant son petit-fils non plus comme une source potentielle de problèmes, mais comme l'accomplissement d'une promesse qu'il ne savait même pas que sa famille portait en elle. Depuis ce soir, je ne regarde plus jamais les gens de la même façon. J'ai appris que le monde est rempli de bruit, le bruit des diplômes, des titres, de l'argent, de l'arrogance, et ce bruit est si fort qu'il nous empêche d'entendre les vérités silencieuses. La plus grande expertise ne se crie pas sur les toits, elle s'observe dans le calme, elle se ressent dans la concentration d'un regard, dans la délicatesse d'un geste. Nous passons nos vies à juger les livres à leur couverture, à évaluer les gens sur leur apparence ou leur statut, et nous manquons l'essentiel. Nous manquons les Lucas du monde entier, ces talents bruts, ces âmes silencieuses qui détiennent les clés des problèmes que nous pensons insolubles, simplement parce que nous ne prenons pas le temps de vraiment écouter. La constellation de La Rochefoucauld est toujours la pièce maîtresse de la collection, mais sa légende a changé. Parmi les collectionneurs, on ne parle plus de sa complexité mécanique ou de sa valeur monétaire. On parle de la nuit où elle s'est tue et où un enfant lui a redonné vie. Elle n'est plus un simple objet de luxe, elle est devenue un symbole. Le symbole que la véritable valeur ne se mesure pas en carats ou en euros, mais en intuition, en respect et en écoute. Elle est le témoignage permanent qu'un cœur, qu'il soit de chair ou de métal, ne demande qu'à être compris. Chaque tic-tac de cette montre aujourd'hui ne marque plus seulement le temps qui passe, il raconte l'histoire d'un petit garçon qui a vu ce que personne d'autre ne pouvait voir. Cette histoire, au fond, ce n'est pas seulement celle d'une montre ou d'un enfant prodige. C'est l'histoire de chaque personne qui s'est un jour sentie invisible, sous-estimée, réduite au silence par une autorité qui ne voyait en elle qu'un rôle ou une fonction. C'est un rappel puissant que votre voix, même si elle est un murmure, a de la valeur. Votre intuition, même si elle va à l'encontre de l'avis des experts, mérite d'être écoutée. Le plus grand talent réside souvent là où personne ne pense à regarder. C'est dans le silence, loin du tumulte des égos, que se trouvent les solutions les plus élégantes et les vérités les plus pures. La véritable force n'est pas de dominer, mais de comprendre. Si vous connaissez quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, quelqu'un qui doute de sa propre valeur face au bruit du monde, s'il vous plaît, partagez cette vidéo avec cette personne. Parfois, une histoire est tout ce qu'il faut pour rallumer une flamme. N'oubliez pas de vous abonner pour plus de récits sur la force tranquille qui sommeille en chacun de nous et sur les
Chemins inattendus que la vie nous réserve. Votre propre histoire mérite d'être écoutée. Merci de m'avoir accordé votre temps et votre attention.